fonction qui justement est une fonction convexe. Et trouver le minimum de la fonction U revient à dire à trouver le meilleur machine learning pour notre modèle. L'algorithme d'optimisation, largement utilisé dans le domaine de l'apprentissage automatique et des statistiques. Son principal objectif est de minimiser une fonction qui mesure l'erreur entre les prédictions d'un modèle et les valeurs réelles. On utilise la descente de gradient lorsqu'on doit améliorer les performances, surtout lorsque la fonction U est convexe et non linéaire. Servir de l'algorithme dans les problèmes d'apprentissage supervisés pour trouver le minimum de la fonction qui justement est une fonction convexe. Et trouver le minimum de la fonction U vient à dire qu'on trouve le meilleur modèle pour notre machine learning. Puis vient à dire qu'on peut avoir la possibilité de trouver des modèles sur la régression linéaire, la fonction U. Pour vous expliquer comment fonctionne cet algorithme, je vais vous donner un exemple simple et pratique à comprendre pour tout le monde. Et après, je vais vous expliquer les mathématiques qui sont cachées derrière l'algorithme. Et ensuite, vous montrer comment il fonctionne. Ceci est notre descente de gradient. Et la première chose à faire, nous allons placer la bille à n'importe quel endroit de la vallée. Et nous allons la placer là. Imaginons qu'ici, nous avons une bille. La bille va rouler à chaque fois. Elle va faire une pente. À chaque fois qu'elle va rouler, elle va descendre pour arriver au minimum de la fonction. Là, juste au milieu là. À chaque fois que la bille roule, elle reçoit une pente de la direction du gradient. Et c'est ça qu'on calcule quand on fait la descente de gradient. Le super paramètre alpha qui est appelé le learning rate. Il faut faire très attention parce que si vous prenez un paramètre, hyperparamètre un peu trop grand, il risque de ne jamais arriver au minimum. S'il est trop grand, il finira toujours par le dépasser. Il est trop grand, il ira toujours un peu plus loin. Mais si par contre vous dites que vous allez prendre un hyperparamètre trop petit, s'il est trop petit par contre, il ne va jamais atteindre le minimum à temps. Il va tout son temps et vous allez vraiment tarder pour arriver au minimum. Pour trouver le bon paramètre alpha, il n'y a pas de formule à apprendre. Il faut juste tâtonner et chercher petit à petit jusqu'à pouvoir trouver le bon alpha. Et bon. Maintenant, nous allons implémenter la descente de gradient dans un code. Nous allons commencer par importer NumPy. NumPy qui est la bibliothèque qui est utilisée pour les calculs numériques en Python. Ensuite, scikit-learn for dataset, qui est une fonction qui génère les données de régression synthétique. Après, nous allons importer matplotlib, qui est une bibliothèque utilisée pour tracer les graphiques. Nous allons commencer par importer nos données que nous avons ici, x et y, avec MacRegression qui génère l'ensemble des données pour les tâches de régression. Et le ncpol égale à 400 signifie que vous générez 400 échantillons. Ensuite, le nfuture est égal à 1 indique que nous souhaitons avoir une seule variable d'ajustement. Le nose égale à 10. C'est pour ajouter du bruit à notre code, pour qu'il n'y ait pas juste des vraies données, mais qu'il y ait aussi des fausses données mélangées. Et le X et le Y exécutés nous donnent ceci. Là, nous avons les X en ligne et les colonnes de Y. Ensuite, nous allons traiter nos données. Nous allons afficher le shape de X qui nous donne bien 100 lignes et une colonne. Puis le shape de Y qui donne juste 100 lignes. Il y a une colonne mais le 1 qui n'est pas affiché nous posera problème dans le code plus tard. Voilà pourquoi nous allons faire le reshape de Y. Le reshape de Y pour qu'il puisse nous donner 100 lignes et une colonne. Créer la matrice. À partir du comme ça. Un modèle. Ensuite, nous allons créer le modèle.
la création du modèle que nous allons nommer matrice 1 qui est égale à np.ones. La matrice qui contient les créatrices. Et dans la matrice NP contient les données non. Le np.one space qu'on passe au paramètre x.shape0 crée une matrice ou un tableau de dimension de 400 lignes et une colonne. On remplit avec des 1. Pardon. Le np.ones est une matrice ou un tableau de dimension de 400 lignes et une colonne. Et si le rempli de 1, cette matrice est souvent appelée matrice de Bayes, est utilisée dans les modèles de régression qui incluent les termes de Bayes comme modèle. Et ensuite, on a le x qui est égal à np.concatenate. Le concatenate combine la matrice X qui contient les caractéristiques des données et la matrice matricielle qui contient les 1. De long de l'axe des colonnes, c'est-à-dire on ajoute une nouvelle colonne à X. Après cette opération, le X aura 2 colonnes. La première colonne contenant des valeurs de caractéristiques d'ajustement et la seconde colonne contenant des unités de 1. Ce qui permet au modèle de prendre compte des biais lors de l'apprentissage. Et en affichant X, voilà que nous avons notre matrice. En réaffichant le shape de X, voilà que nous avons 100 lignes et 2 colonnes. Et maintenant, nous allons créer la fonction modèle. La fonction modèle prend 2 arguments. X qui est la matrice caractéristique qui inclut les colonnes de caractéristiques et le biais, et le θ qui est la valeur de paramètre du modèle qui inclut à la fois le poids associé à la caractéristique et le biais. La fonction utilise x.dot en passant au paramètre θ pour effectuer le produit scalaire au produit matriciel entre le x et le θ. Cela produit une prédiction du modèle pour chaque échantillon dont x. Là, ici, le random C nous donne les résultats des 2 θ suivants. Ensuite, nous allons créer le θ. Ici, le np.random.rand de 2,1 génère un vecteur aléatoire θ de taille de 1, c'est-à-dire les 2 lignes et une colonne, c'est les valeurs aléatoires, représentées par les poids pour 2 colonnes de x. À la sortie, cette ligne pourrait être quelque chose comme qui nous donne 1,55 et 1,29. Ensuite, nous allons utiliser le modèle. Cette ligne appelle la fonction modèle en passant en paramètres x et θ. Elle stocke le résultat des variables modèles. Ensuite, nous allons afficher. Et voilà le résultat du modèle. Ensuite, nous allons afficher le scatter de x et de y avec un plot pour voir et visualiser les données. Nous allons le passer en plot de paramètre x, le modèle, et le c égale r, c'est pour signifier que nous allons avoir une ligne rouge. Et voici nos données avec la ligne rouge. Ensuite, nous allons créer la fonction coût. La fonction coût calcule les erreurs d'un modèle de régression linéaire. Le θ, c'est le vecteur des paramètres du modèle. Le x, c'est les matrices caractéristiques. Et le y, c'est les valeurs cibles. Le m égale à y.shape récupère les nombres totales d'échantillons en ligne, dont y. Et le modèle est égal à x.dot θ calcule les prédictions du modèle pour les échantillons en utilisant les paramètres de θ. Le coût
Le coût calcule le coût en utilisant la fonction de coût quadratique, aussi appelée erreur quadratique. Il prend la moyenne des écarts des erreurs entre les prédictions du modèle et les valeurs réelles, puis divise par 2 pour simplifier les calculs de la minimisation. Voici ici, nous avons le coût et nous allons calculer le coût. Calcul du coût, et là nous lui passons en paramètre θ, le grand X et Y. Voici, le coût nous donne 2941. Cette ligne appelle la fonction coût avec les paramètres de θ, X et Y, puis stocke le résultat de le coût. Avons affiché. Ensuite, nous allons faire la minimisation de la dérivée. La dérivée du coût par rapport aux paramètres de θ, ce qui est essentiel pour l'optimisation des modèles. Elle commence par obtenir le nombre d'échantillons, dont M, comme représente le modèle X point dot de θ, obtient les prédictions du modèle. X par différence entre les prédictions et les valeurs réelles, puis la division du nombre d'échantillons pour obtenir une moyenne. La fonction retourne la dérivée calculée. Et voici, nous avons calculé la dérivée. Et voilà, ça nous retourne la dérivée. Maintenant, nous allons calculer la descente de gradient. Nous allons calculer la descente de gradient. La descente de gradient est une fonction qui implémente l'algorithme de la descente de gradient pour optimiser les paramètres de θ. Ici, l'alpha, c'est le taux d'apprentissage. Le taux d'apprentissage qui détermine quelles mesures de paramètres seront ajustées à chaque itération, donc à chaque pas. Le NP, le NB iteration, c'est le nombre d'itérations à effectuer pour mettre à jour le θ. Et la boucle for i in range, exécute 1000 itérations dans chaque itération. Les paramètres θ sont mis à jour en soustrayant le produit de taux d'apprentissage. Et à la fin des itérations, la fonction retourne les paramètres optimisés de θ. Maintenant, nous allons utiliser le θ final pour calculer la descente de gradient. La fonction descente de gradient, pour optimiser le θ, on utilise les paramètres initiaux θ et la matrice de caractéristiques X. Le vecteur des valeurs cible Y est un taux d'apprentissage de 0,6. Le résultat θ final contient les paramètres optimisés par l'exécution de l'algorithme de descente de gradient. Afficher les paramètres de θ finaux, c'est par exemple pour afficher, et nous avons là les paramètres de θ finaux. Nous allons enfin faire la prédiction de notre algorithme. La matrice X est le vecteur des paramètres θ pour calculer les prédictions du modèle. Le résumé de prédiction contient les valeurs prédites pour chaque échantillon de X en effectuant les produits matriciels. Nous allons faire le scatter de X et de Y et le plot en lui passant le paramètre X, prédiction, et ensuite le C pour lui dire que notre ligne sera rouge. Et voilà notre prédiction, notre ligne qui passe bien au milieu des données. Ensuite, nous allons vérifier le score pour voir à combien de pourcentage notre modèle il est bon. Et chez nous, il est à 97%. 97% qui veut déjà dire que c'est un très bon modèle et très fiable. Là, on peut déjà prendre une décision pour avoir un meilleur algorithme. Je vous remercie tous. C'était Peniel Itumba. Merci d'être restés jusqu'à la fin. Merci et au revoir.